fallait s'accrocher pour ne pas céder à la peur paralysante, à l'effroi qui bâillonne. Partout, le silence est exigé, comme s'il fallait tolérer le spectacle infâme, en direct, la fin de nos humanités. Il fallait s'accrocher à notre devoir de parler, à notre devoir de faire reculer les violences génocidaires, lutter contre l'apathie soporifique, coûte que coûte, rester réveillé. Je suis Kiémis et bienvenue dans Rends la joie. Alors Aurélie, pour te présenter, c'est plutôt compliqué parce que tu as plein de casquettes. Tu es notamment à la manœuvre de l'association Littérature, etc., qui est donc une association culturelle qui met en valeur le patrimoine des écrivaines et des autrices d'aujourd'hui et aussi les écrivaines du passé. Littérature, etc., organise plusieurs festivals. Tu as organisé l'année dernière un festival qui s'appelle La poésie n'est pas un luxe, donc cité le titre qui vient d'une citation d'une poétesse qu'on adore toutes les deux qui s'appelle Audre Lorde, et tu viens tout juste de finir un festival avec l'organisation qui s'appelle Plaisir, etc. Tu n'es pas que ça, évidemment, tu es poétesse, tu es autrice, tu as dirigé le recueil Lettres aux jeunes poétesses qui est sorti en 2021 aux éditions de l'Arche, où tu as réuni 21 poétesses, autrices, écrivaines, musiciennes, slameuses. Et Aurélie, tu as écrit un sublime recueil de poésie, Mon corps de ferme, qui a été publié aux éditions du Commun en 2022. Aurélie, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir. Merci Kiémis, je suis très contente d'être avec toi aussi. Trop bien. Tu vois, j'ai commencé l'émission d'un ton un peu anti-joyeux, je dirais. Et du coup, pour embrayer notre conversation, j'ai envie de commencer par une question simple. Comment tu vas ? Ça va pas mal. Là, je suis vraiment en sortie de festival. Ça s'est terminé dimanche. Et en fait, il n'y a pas de repos tout de suite. On embraye sur une séance des Perles sur John Nessel samedi. Donc, je suis dans un flux comme ça assez intense. Mais je crois que ça me plaît. Et j'ai l'impression que tout a du sens, là, maintenant. Des fois, il y a des moments de crise de sens. Parce que c'est beaucoup d'engagement, de travail. Là, j'ai l'impression que du coup, ça me fait aller plutôt bien. Après, je reste de nature globalement très anxieuse. Mais on est deux. Mais ça va pas mal, ouais. Je trouve que c'est intéressant. Je suis ravie que tu me proposes une réponse qui est quand même relativement positive. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit quand tu dis... tu gardes le sens. Et moi, j'ai eu vraiment cette impression ces derniers temps d'une perte de sens qui a rendu la joie plutôt lointaine. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, rend la joie. Bon, j'ai tous les droits, tu me diras. Mais ça a éloigné la joie. Donc, comment toi, tu arrives à garder ta joie ? C'est quoi tes astuces ? Comment tu vas la retrouver ? Est-ce que même elle est peut-être lointaine aussi pour toi ? Enfin, c'est quoi ton rapport avec la joie ? Ouais, c'est compliqué. Enfin, du coup, dans un monde qui est globalement, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais en intro, quoi, où tout pétrifie, où il y a un truc qui paralyse complètement, qui paralyse. Ah, j'arrive même plus à parler tellement ça me paralyse. C'est aphasique en même temps. C'est l'aphasie que ça déclenche. Donc l'espièglerie, il y a un truc où il faut l'arracher, quoi, la voler. Et il y a ce truc-là. Et dernièrement, je lisais un livre qui est une republication qui a été faite aux éditions de l'Imaginaire, où c'est l'histoire c'est une autrice dont j'ai oublié le nom, mais le titre du livre, c'est Les Allongés. Et l'idée, c'est que c'est un hôpital. Dans le début du livre, tout le monde est allongé, tout le monde est malade. Et il y a une personne qui arrive finalement à se lever et qui, pour accéder à une pièce, a peur de passer devant d'autres personnes.
Et il y a quelqu'un qui est allongé et qui lui dit « N'aie pas honte de guérir ». Et du coup, il y a un truc comme ça de ne pas avoir honte de la joie qui peut, dans certains contextes, paraître complètement indécente. Totalement. Un peu frivole même. Ouais, mais en même temps, la joie pure comme ça, l'élan vital, il y a un truc d'assez léger. C'est pas du tout solennel, la joie, c'est un truc arraché, volé. C'est le contraire du solennel même. Ouais. Même si ça peut être, et souvent d'ailleurs ça l'est ritualisé, c'est le contraire du solennel. C'est un peu ce que tu décris, ça déborde en fait, ça éclabousse quoi. En tout cas, c'est ce que j'imagine qu'est la joie. Et ça, quand ça arrive, c'est chouette, mais c'est comme si c'était nécessairement imprévu. D'ailleurs, dès qu'on essaye d'organiser la joie, c'est trop stressant pour que ça marche vraiment. Quoi. Mais est-ce que c'est pas stressant parce que tu organises? Ouais, je passe une partie de ma vie à faire que les choses se passent bien, Que les gens soient joyeux, quoi. Qu'il puisse y avoir ça, quand on organise des festivals, il y a un truc comme ça de mettre en place les conditions qui permettent la joie, sachant que dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même la joie, ça a l'air d'être la dernière question, comme la liberté. Je te jure. Ça demande pas mal de boulot pour avoir accès à ça. Mais il y a une prétention aussi de dire que la joie, c'est non essentiel, alors que, en fait, c'est faux. C'est ce que tu dis, c'est vital. Et quand on a préparé cette émission, on a aussi parlé de quelque chose que je trouvais très intéressant. Tu disais, je trouve de la joie quand je ne fais rien. Ouais. Genre, tu veux pas l'avouer? Si, je peux l'avouer, mais c'est hyper rare. Mais c'est pareil, c'est volé, quoi. C'est volé. C'est un truc de... quand ma journée, elle n'est pas programmée, elle n'est pas prévue. Et en même temps, moi-même, j'ai peur de ce vide, quoi. On peut aussi, du coup, ce vide, tout à coup, dans ma vie, j'ai 24 heures là où il n'y a rien de prévu. Il faut absolument tout remplir. Ouais, j'ai un petit truc avec ça, quoi, de me surcharger de responsabilités. En même temps, j'ai envie de te dire merci parce que ça produit des très beaux moments et en même temps, t'es aussi un être humain, donc c'est aussi important le repos de le reconnaître. De le reconnaître. Est-ce qu'on peut passer à ton recueil de poésie, Mon corps de ferme, qui est absolument, je l'ai trouvé vraiment superbe sur beaucoup je l'ai trouvé absolument superbe sur beaucoup de points. C'est un recueil qui parle beaucoup de ce que tu as vécu. Sur la 4e de couverture, il y a écrit « J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme, j'ai vécu 18 ans à l'extérieur, j'ai vécu la majorité des deux côtés et j'en ai marre des deux côtés. » Ouais. C'est pas exactement écrit comme ça, mais tu veux que je relise le passage? Je pense que c'est écrit. J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme, j'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme, j'ai la majorité des deux côtés, j'en ai assez des deux côtés. Je reprends parce que du coup, dans mon livre, je joue pas mal sur les doubles sens. Et là, par exemple, le « assez », il peut vouloir dire plusieurs choses. Assez, c'est-à-dire que je suis légitime pour parler maintenant. Et aussi, en effet, j'en ai marre. Ouais, moi, j'ai compris, j'en ai marre. Tu vois, c'est intéressant comment on reçoit aussi. Mais les deux existent, en fait. Ouais, les deux existent. Et est-ce que tu peux me parler de, justement, la genèse de Mon corps de ferme? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Donc moi, je baigne dans la littérature, la solittérature, etc., dont tu parlais. Elle a plus de 10 ans. Je suis entourée de gens qui écrivent, qui lisent, qui éditent. Et il y a 3 ans, j'ai eu un mélanome. Du coup, un diagnostic qui, moi, m'a fait flipper. Finalement, tout s'est bien passé. Je dis il y a 3 ans parce que là, il commence à y avoir moins de contrôle qu'auparavant. Et en fait, je savais pas... Enfin, ça a déclenché pas mal de choses en moi, d'avoir ce diagnostic auquel je m'attendais pas du tout. Bien sûr. Et du coup... Autant je m'étais dit un jour j'écrirais, genre quand j'aurais 80 ans, autant là du coup c'était une possibilité qui était c'était pas du tout sûr que j'étais vraiment fondamentalement de passage. On le sait toujours, là je le savais un peu dans mon corps, il y avait une série d'expériences liées à l'hôpital qui me le disait. Et du coup, je pense que ça a déclenché quelque chose en moi de l'ordre de l'urgence. Et du coup, j'ai eu besoin de raconter cette histoire que jusqu'à présent, j'avais assez peu racontée, aussi parce que je viens d'un milieu où on
parle peu, on écrit peu, en tout cas peu sur soi. Alors éditer, c'était quelque chose qui me paraissait complètement improbable, alors que c'était un désir que j'avais, qu'il y avait déjà eu au préalable le livre Lettres aux jeunes poétesses qui, du coup, encourage le monde entier à écrire, à parler. Et finalement, moi, j'étais la première concernée et la plus mal chaussée, quoi. Et c'est intéressant quand on fait, parfois on fait les choses et on crée beaucoup pour soi. Tu sais, parfois j'écris is it art or is it coping mechanism? Désolée pour les gens qui détestent l'anglais, mais voilà, c'est intéressant de voir que tu écris Lettres aux jeunes poétesses alors que toi-même tu es encore dans un processus à la fois de retenue, mais aussi de libération aussi des mots. Est-ce que tu peux juste nous parler du milieu dans lequel tu viens, puisque tu en parles aussi dans Mon corps de ferme, mais je pense que pour les personnes qui nous regardent, ce sera aussi plus clair si tu en parles de tes mots, quoi. Donc moi, j'ai grandi dans une ferme dans les Côtes-d'Armor, dans un endroit plutôt a priori homogène. Je pense que les enfants de l'école primaire dans laquelle j'ai grandi étaient quasiment tous enfants d'agriculteurs. Ah ouais. Voilà, c'est une ferme conventionnelle. Tout le monde venait plus ou moins du village. Je viens d'un de ces endroits-là. Ah ouais. Et les récits et les mots, peut-être au départ c'est le catéchisme vraiment. D'accord. Et après, j'ai la chance dans le collège, donc toujours catholique, vraiment catholique assez intense, avec l'église au milieu de la cour, les prêtres qui vivent sur place. Waouh, ok. Dans ce collège improbable, c'est a posteriori que je me suis rendu compte qu'il était improbable, parce que quand on est dedans, on est dedans. Bien sûr. Et en fait, il y a un documentaliste assez incroyable et un fond assez incroyable avec plein de livres. Et je pense que je suis en recherche moi-même de récits, parce que aussi, il se trouve que je connais pas l'histoire de ma naissance et qu'on me l'a cachée et que je suis une enfant, pour le coup, assez hors norme. Et donc, du coup, je pense que je suis avide de récits et que je cherche dans les livres ma propre histoire. Du coup, j'en trouve un certain nombre. Et je lis vraiment énormément grâce à ce documentaliste qui m'ouvre les portes vraiment de toute la littérature classique très jeune, quoi. Mais qu'est-ce qui fait, du coup, que tu... Parce qu'en tant que lectrice, je peux très bien comprendre et imaginer, mais qu'est-ce qui fait que tu t'empares de la plume et de la poésie, pour le coup? Parce que je trouve que c'est très intéressant de retrouver, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Mon corps de ferme, c'est justement l'usage de la poésie pour te raconter la question aussi de ce que c'est que de provenir d'un milieu très rural en tant aussi qu'enfant d'agriculteur, et qu'est-ce que ça crée sur le corps, qu'est-ce que ça crée sur ton corps. C'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu t'empares de la poésie? Pourquoi la poésie, en fait? Il y a deux raisons. Il y a la précision, la justesse. C'est-à-dire que là, je m'apprête quand même à parler d'une catégorie sociale dont je viens moi-même, même si j'y suis plus du tout aujourd'hui, mais où il y a 2 suicides par jour, donc il ne s'agit pas de rigoler. Et en même temps, j'ai lu des essais pour essayer de comprendre ce qui, justement, moi-même m'était passé sur le corps, jusqu'à nommer mon livre Mon corps de ferme. Et en fait, c'est toujours des choses, rarement des choses écrites par les gens qui viennent de ce milieu-là. Comme souvent. Et du coup, je voulais quelque chose qui puisse toucher au corps assez directement. Donc à la fois qui soit exigeant et avec la justesse, et qui touche directement au corps, qu'on sache dans le corps, en fait, ce que ça fait. Ce que fera jamais un essai de sociologie, même le plus brillant qui soit, même le plus fouillé qui soit, en fait. Il y a un truc de... C'est quoi avoir grandi dans une ferme? C'est quoi l'agroalimentaire qui te passe sur le corps, quoi? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Et qu'est-ce que ça fait après au quotidien? Et ça veut dire quoi d'avoir un corps de ferme? Est-ce que tu peux nous lire un extrait, s'il te plaît? Merci. Cochonou, bien de chez nous. Le bien-être animal est une priorité. Il est tué selon le protocole, une fois mis en sécurité. Les enfants sont encore en pyjama, les techniciens sont accueillis au café. Lait, choc à pic, produits phytosanitaires. Tout est mélangé. Mon corps, de plus en plus, se rend ferme.
Les bâtiments sont désinfectés au Karcher. Ni vu ni connu, la mort est dissimulée. Dans les cages d'étourdissement, la palpitation de la vie est abattue. Les mailles brillant comme du quasi-diamant, les habits de la ville de la zone commerciale, les vacances buffets à volonté incluse. Désormais, les leurs sont dans nos moyens. Mais la vraie histoire continue de nous trahir. Elle déchire jusque nos débuts de phrases. Je m'efforce de ramasser les miettes pour en faire des tas. Au goutte à goutte, j'en fais des tonnes. En me lisant, une amie perspicace qui est aussi une personne qui croit qu'on peut s'en sortir m'écrit « Je voudrais pas partager des contrepoints lumineux, ce qui déjà constituait le terreau de ta sortie. » Cette amie a évidemment raison. J'ai rencontré des fées, de chair comme de papier, qui, avec leurs mots, leur corps et leur regard, m'ont souhaité la bienvenue, initiée au plaisir de l'ailleurs, aux orgies d'enfantillage et de paroles. En revanche, depuis mes 16 ans, je n'ai plus jamais rencontré de personne en mesure de partager avec moi la tristesse des racines essorées par les nitrates. Personne qui pourrait sérieusement m'assurer que je ne souffre pas d'hallucinations. Si toi aussi, tu es une exception qui confirme les normes de l'agroalimentaire, s'il te plaît, écris-moi. Merci Aurélie, superbe, merci. Je trouve que c'est très intéressant justement là dans ce texte, tu déploies beaucoup de questions, évidemment tu rentres dans la finesse de ce que c'est que de vivre cette vie dans un monde qui est quand même relégué, faut le dire. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que c'est un appel à briser la solitude. C'est sublime. Je trouve que ça incarne beaucoup ce que ça peut être, en tout cas ce que ça a été aussi pour moi la poésie. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant dans ton texte, c'est que moi, tu vois, je suis pas fille d'agricultrice française. Et pourtant, il y a quelque chose de ton texte qui est à la fois très distant et très proche. Je pense que c'est cette expérience justement de la marginalité des histoires. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as voulu écrire ce livre en nous rappelant que, et tu le disais aussi dans la préparation de cette émission, qu'on oublie en fait, comme tu parlais tout à l'heure des suicides, mais on oublie ces lieux qui pourtant nous font vivre en fait. Ouais, je pense que le monde agricole, il est symptomatique d'un monde et d'une société, d'une organisation sociale plus générale. Du coup, je pense que là, ça fait du lien. Après, en vrai, moi, j'ai écrit ce livre plus d'abord pour moi et pour me sentir moins seule. Et aussi vraiment pour comprendre ce qui s'était joué. Parce qu'en fait, mon corps savait, mais j'arrivais pas à nommer ça tenait à quoi. Parce qu'en même temps, je veux dire, on n'était pas pauvres, on avait à manger, il y avait un truc où... Enfin voilà, qu'est-ce qui s'était joué dans de si spécifique. Et là, du coup, cette dernière page me dit que c'est partagé, puisqu'il se trouve qu'il y a plein d'enfants d'agriculteurs, d'agricultrices qui m'écrivent et qui partagent ces sensations-là et qui traînent encore ces sensations-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je proviens pas des Caraïbes, et notamment de la Martinique et de la Guadeloupe, mais je pense qu'il y a un lien très fort qu'on peut faire sur l'effet des terres et de l'exploitation des terres et des corps en Martinique avec la question du chlordécone, et je pense qu'il y a des personnes qui en parleront sûrement mieux que moi. Mais moi, c'est tout de suite ce à quoi ça m'a fait penser, et ce que tu décris en fait de comment on exploite les corps, comment les corps sont exploités, s'auto-exploitent dans le monde rural, enfin pas dans le monde rural, mais des personnes qui sont agricultrices dans le monde rural, parce qu'il y a des mondes ruraux, hein, j'imagine, les ruralités, enfin il y a plusieurs ruralités quoi. Complètement. Et d'ailleurs, je connais, évidemment, je connais l'histoire du chlordécone, mais je connais pas bien du tout la Martinique, ou c'est quoi les conditions d'exploitation de la banane. Mais
Ce que je peux dire, c'est qu'au-delà des suicides et des morts et quelle est l'espérance de vie, je veux dire, on a aussi une série de maladies que je cite et qui sont en partie dues aux produits chimiques, même si, évidemment, on dit toujours les cancers sont multifactoriels, etc. Ouais. Pas dû le dire, voyons, mais. Non, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un article récent sur Mediapart, pour le coup, dans les vignes, je sais plus où. Enfin, c'est en train d'être prouvé que dans un bassin. Mais à chaque fois, oui, il y a ce truc de noyer le poisson, quoi. Tu parlais tout à l'heure de effectivement, ce que tu disais en disant j'ai écrit ce livre pour moi. Bon, ça, je pense que c'est caractéristique des auteurs et des autrices. Mais tu parlais quand même de la question de ce que ça dit aussi un petit peu de la société, et quand on a préparé cette émission, tu m'as également parlé de ta crainte d'une société dissociée. Je trouvais que c'était un terme très intéressant, cette question de la dissociation, du fait qu'en fait c'est comme si on coupait une partie de nos corps, pour revenir sur le terme de corps, pour ne plus ressentir cette souffrance, de population reléguée. Et pourquoi pour toi c'est important aussi de faire briller cette voix alternative d'une personne qui vient de la ruralité, même si elle n'y appartient plus maintenant. Pourquoi pour toi c'est urgent, au-delà même de effectivement ta propre expérience et ton parcours? Alors, c'est pas une crainte d'une société dissociée, c'est parce que je pense vraiment qu'on est dans une société majoritairement dissociée et que le déni, c'est la première. C'est une des stratégies de défense quand la violence est trop dure. Et je pense que dans ces mondes ruraux, elle est super dure. Et du coup, il y a un truc de se bloquer comme ça, et que du coup, toute chose qui pourrait venir de l'extérieur est effrayante. Il y a un truc comme ça d'homogénéité, de fermeture qui, moi, me fait flipper complètement. Et la chose dont je t'ai parlé très précisément, c'est que sur France Culture, ils ont sorti un podcast là de 4 heures qui s'appelle Le Complexe Rural. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Ils interrogent des enfants qui sont... déjà qui sont assez peu pris pour des enfants, mais en fait c'est des lycéens qui sont dans Lyon, qui sont dans un lycée agricole. Et ils ont quel âge? Ils ont 17 ans, 16, ouais, c'est des gamins, ouais. Et à la toute fin, et c'est la fin du podcast, et en fait, je sais pas, il y a 3-4 gamins qui disent qu'ils vont voter Marine Le Pen. Et ça m'a fait flipper, ça me fait me poser des questions qui sont... Du coup, je peux imaginer aussi la rencontre entre les journalistes, très éduqués, très informés, avec tous les capitaux qu'il faut face à ces enfants. Et le regard aussi qu'ils ont. Ouais, et comment aussi, même le fait, leur manière de parler, comment ça peut ne pas se rencontrer, et en même temps, comment ça me terrifie, ce vote d'extrême droite. Ça veut dire... alors déjà, heureusement, pour le moment, ils n'ont pas le droit de voter, mais bon, en fait, il est en train d'arriver, ce vote d'extrême droite, et à quel point c'est terrifiant. Et le fait d'être terrifié, ça servira à rien le jour où ça arrivera. Tu vois. Et du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est ce délire de l'appartenance, qui fait que du coup, c'est vraiment la fermeture. Il n'y a plus d'ouverture. C'est évidemment pas du tout. Là, c'est un exemple. Ça concerne pas du tout l'ensemble du milieu agricole et pas du tout. L'ensemble des lycéens en lycée agricole. Bien sûr. Mais moi, j'étais terrifiée parce que finalement, c'est très rare que j'entende dans les médias des manières de parler où mon corps réagit tout de suite, où je sais que c'est mon enfance, je sais que j'ai grandi là-bas. C'était dans Lyon, c'était pas en Bretagne, c'était pas dans les Côtes-d'Armor, mais en fait, je me disais, tiens, on parle de là où je viens, ce qui arrive jamais, en fait. Et tout à coup, après ce vote d'extrême droite, qui arrive après une série de moments où on comprend que l'autre, il y a une défiance, une méfiance vis-à-vis de l'autre. Et après, moi, ma question, c'est quoi cette société catastrophique qui fabrique aussi ces gamins-là? On est aussi fabriqué de contexte, quoi. Tout à fait. Et du coup, et comment on tente? Ouais. Pardon, excuse-moi. Vas-y, redis. Comment ça me glace, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait à partir... Et comment on sort du froid, du coup?
Est-ce que la poésie, c'est une manière de se débattre finalement? Parce que du coup, il y a cette espèce d'anxiété qu'on ressent tous et toutes, en fait, tu vois, de cette espèce de marée d'eau froide là qui monte. Est-ce que la poésie, est-ce que ton texte, ça peut aussi être une tentative? Parce personne n'a des réponses, parce que je pense que aucun être humain n'a des réponses, tu vois, claires. Mais est-ce que justement la poésie, ça peut pas être aussi une tentative en fait? Ouais. Aussi réduite qu'elle puisse être, hein. Ouais. En toute humilité, tu vois. Honnêtement, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau du service public en premier, et que vraiment, je veux pas du tout la poésie. C'est vraiment un pansement sur une jambe de bois, quoi. Mais après, c'est ce que je fais depuis l'endroit où je suis. Mais c'est ce que je sais faire, je crois. Mais je pense qu'il y aurait des décisions politiques radicales à prendre, en fait. Radicales. Il y a besoin de beaucoup, là. Il y a besoin de beaucoup. C'est tellement... Non, c'est vraiment terrifiant. Est-ce que tu veux bien nous lire un deuxième extrait de Mon corps de ferme, s'il te plaît? Le tablier noué, les couteaux aiguisés, l'évidence glisse autant qu'elle tâche. Je t'engraisse, tu m'engraisses, don contre don, façon cochon. Au petit matin, dans la cour, un cochon qui ne connaît pas le petit chat, qui n'a même jamais entendu parler de lui. Un gros cochon est mort. Sur le gaz, le beurre roussit les abats. Entre les joues veineuses, coupe rose, l'alcool et le sang goûtent au menton. Pour sa pause, le boucher boit la sauce. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Jacques, jeunesse agricole catholique. Jacques a dit « Cultivons notre esprit d'entreprise ». Jacques a aussi dit « Cochon qui s'en dédie ». Au tout début des années 50, un géographe français, gars du coin, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes, puis il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement, une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prés deviennent carrés. Merci Aurélie, merci. On a parlé de dissociation, on a parlé d'être glacé, mais j'ai pas envie qu'on finisse sur ça. J'ai envie qu'on finisse sur ce cadeau que tu nous fais en venant ici. Et je t'ai demandé quelle image pour toi a symbolisé la joie, à quoi tu associes la joie, et tu m'as amené une très belle image. Est-ce que tu peux m'en parler? Elle est là, Ouais, c'est une image de Gina Kayer. C'est un dessin qui a été important pour moi parce que, voilà, en 1 an et demi, grosso modo, j'ai accroché cette affiche reçue par le biais d'une revue de poésie qui s'appelle Sève. Ouais. Et je l'ai accrochée dans 4 appartements C'est différents. Donc 4 fois. Ouais. Et du coup, c'était un peu un repère pour moi d'avoir cet arc-en-ciel dessiné de manière quasi infantile, en même temps avec ce titre, quoi, Terre promise. Ah ouais, et donc il y avait un truc comme ça de l'élan vital de l'enfance. Finalement, c'est peut-être que cette possibilité de la joie, elle n'était pas si lointaine que ça. Bon, après, il y a tout aussi l'univers queer que représente l'arc-en-ciel. Il y a et en même temps, c'est écrit en allemand. La dessinatrice est entre autres allemande. D'accord. Et c'est tout simplement après la pluie, le beau temps. Et comment on dit en allemand ça? Je ne saurais pas je vais pas oser le dire. D'accord, ok. Mais il se trouve que j'ai fini mes études à Leipzig, qui est près de Berlin. Okay. C'est un endroit où j'ai appris plein de choses, notamment politiquement. Et je sais pas, du coup, il y avait aussi cette possibilité
de ce retour en ailleurs, de réouvrir les possibles quoi, avec cette affiche qui se baladait d'appartement en appartement, qui était un peu mon point fixe, mon point d'ancrage. Tu la mettais où dans ton appart? C'était pas des grands espaces, donc j'avoue que c'était près de mon lit. Ouais, c'est bien. Comme ça, tu te lèves et tu vois un arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça crée une ouverture. T'as 10 mètres carrés en plus direct. Trop bien, j'aime beaucoup cette image aussi. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Peut-être, je crois qu'elle est en exposition, enfin elle fait une exposition. Une exposition et son livre de poésie qui sort et ses concomitances à la galerie Offre à partir du 15 décembre. Trop bien. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Moi aussi j'ai hâte, je passerai sûrement pour continuer mon entreprise de propagande de la poésie. Merci d'avoir été avec moi Aurélie, c'était un plaisir d'être avec toi. Et puis, la joie, elle est à qui? À nous, bordel. À nous. Merci. Merci.